Bonjour et bienvenue dans la revue de presse hebdo et audio du secteur retail e-commerce en France, proposée par les Digital Doers en partenariat avec le One-to-One Retail e-commerce de Monaco. Nous sommes le 21 février et après le résumé de l'actualité, voici les 5 articles au sommaire cette semaine. Les politiques de prix en Europe à l'épreuve des menaces douanières de Trump, à lire sur Fashion Network. Loi anti-fast fashion, prochain rendez-vous fixé ce 19 mars, à lire sur Fashion United. Les agents IA, une promesse de révolution pour l'approvisionnement des magasins, à lire sur le JDN. Smartphone, l'occasion dépasse les 20% de part de marché en France, à lire sur BFM TV. Et enfin, pourquoi Kiabi a réalisé une année et une rentabilité record en 2024, à lire sur République Retail. Je vous le rappelle, sur le site lesdigitaldoers.com, vous avez accès à une revue de presse éditée sur LinkedIn et qui rassemble les articles publiés dans la semaine sur les sites de news de notre écosystème. Vous pouvez vous y abonner pour recevoir chaque vendredi un digest de l'actualité dans votre boîte email. De cette revue de presse, je vous lis sans interprétation une sélection de quelques articles qui m'ont semblé pertinents à partager. D'ici là, je vous souhaite donc une bonne écoute, évidemment, toujours sans coupure. Dans l'actualité retail et e-commerce de la semaine, voici en synthèse ce que nous pouvons retenir. Des tensions économiques aux répercussions multiples. Les marques de luxe européennes, à l'instar de LVMH, Hermès et Kering, font face à une menace de surtaxe douanière américaine sous l'impulsion de Donald Trump. Une nouvelle vague de taxation pourrait impacter leur stratégie de prix sur le marché américain, déjà fragilisé par une demande plus prudente. Cette situation illustre une tendance plus large d'ajustement des prix face à une clientèle en quête de valeur perçue. Certains analystes dénoncent une gridflation, accusant certaines marques d'avoir poussé les hausses tarifaires trop loin, au point de se couper d'un segment de consommateurs aspirant au luxe sans en avoir les moyens. Dans un autre registre, la grande distribution et ses fournisseurs agroalimentaires peinent à trouver un terrain d'entente dans leurs négociations annuelles. Les enseignes réclament des baisses de prix pour répondre aux attentes des consommateurs sous pression, tandis que les industriels mettent en avant leurs coûts de production, matières premières, énergie et emballage en tête. L'ajustement de la loi Egalim pourrait être une des réponses aux tensions persistantes. L'IA et la digitalisation catalyseur du retail. Si les tensions commerciales et économiques préoccupent les acteurs du retail, l'intelligence artificielle apparaît comme une force motrice dans l'optimisation des opérations. Après avoir révolutionné le marketing et le e-commerce, l'IA s'apprête à transformer la gestion des stocks et l'approvisionnement des magasins physiques. Les agents IA capables d'analyser les données en temps réel et d'optimiser les prévisions de vente promettent une réduction drastique des ruptures de stock et une meilleure allocation des produits en magasin. Les enseignes investissent aussi dans la vision par ordinateur pour optimiser la surveillance des rayons et améliorer la disponibilité des produits. Une innovation qui s'inscrit dans une logique d'efficience opérationnelle à l'image du partenariat exclusif entre Coopérative U et Criteo sur le retail média. Cette alliance illustre la montée en puissance de la monétisation des espaces digitaux des distributeurs. Dynamique de consommation, la seconde main s'impose encore et toujours face aux incertitudes économiques. Les consommateurs modifient leur comportement d'achat. Le marché des smartphones d'occasion dépasse désormais les 20% de part de marché en France, une progression fulgurante en quelques années. Ce phénomène s'inscrit dans une évolution plus large de la consommation vers la seconde main, portée par des plateformes comme Vestiaire Collective qui misent sur des collaborations avec des figures emblématiques comme Paris Hilton pour accélérer sa croissance aux États-Unis. Cette montée en puissance de l'occasion et de l'ultra-discount
Mais sous pression, les acteurs historiques du commerce en ligne, Temu et Chine, poursuivent leur irrésistible ascension, séduisant les consommateurs avec des prix ultra compétitifs. L'Union européenne envisage de durcir sa réglementation pour contenir cette submersion de colis à bas prix, une mesure réclamée par la grande distribution traditionnelle qui se sent fragilisée par cette concurrence venue d'Asie. Le e-commerce et la distribution, la mutation continue dans ce paysage en mouvement. Certaines enseignes tirent leur épingle du jeu. Kiabi, par exemple, réalise une année record en termes de chiffre d'affaires et de rentabilité, portée par une stratégie omnicanale et l'intégration croissante de la seconde main. L'enseigne multiplie les initiatives pour répondre aux attentes des consommateurs, notamment avec le lancement d'une application mobile dédiée et une nouvelle approche de fidélisation. Dans la grande distribution Picnic, le supermarché mobile fête ses 10 ans avec une expansion en France et en Allemagne, ainsi qu'une levée de fonds de 355 millions d'euros. Son modèle innovant de livraison gratuite de courses à domicile, inspiré de la tournée du laitier, continue de séduire et d'évoluer avec de nouvelles offres et une logistique optimisée. Vers une régulation accrue du marché numérique. Enfin, la régulation du numérique reste un enjeu clé. Google a récemment intensifié sa lutte contre les faux avis en ligne au Royaume-Uni, une initiative qui pourrait s'étendre à d'autres marchés. De son côté, la loi anti-fast fashion, bien que bloquée politiquement, reste un sujet brûlant avec des initiatives pour la faire avancer au Sénat. L'année 2025 s'annonce comme une période charnière pour l'ensemble de notre cher secteur retail et e-commerce. Les politiques de prix en Europe à l'épreuve des menaces douanières de Trump, à lire sur fashionnetwork.com en date du 18 février. Les groupes de luxe européens entendent répercuter les éventuelles surtaxes douanières que le président américain Donald Trump imposera sur les prix de leurs produits, mais certaines marques pourraient avoir des difficultés à les augmenter d'après des analystes. De célèbres marques comme Louis Vuitton, Gucci comptent sur le dynamisme du marché américain pour compenser la morosité économique en Chine. Or, Donald Trump a menacé l'Union européenne de nouveaux droits de douane, ce qui pourrait déclencher un ralentissement économique mondial, selon certains économistes. Les dirigeants des groupes de luxe Hermès et Kering ont déclaré la semaine dernière qu'ils pourraient tirer parti de leur image de marque pour absorber de potentielles taxes douanières supplémentaires. Nous augmenterons nos prix en conséquence, a déclaré vendredi le gérant d'Hermès, Axel Dumas, lors de la présentation des résultats annuels du groupe. Le PDG de Kering, François-Henri Pinault, a indiqué de manière similaire que ces marques, dont font partie Gucci, Balenciaga et Yves Saint Laurent, réexamineraient leur stratégie de prix en cas de tarifs douaniers. Nous savons comment y parvenir, a-t-il déclaré. Des prix en hausse. Répercuter ainsi la hausse des droits de douane pourrait toutefois s'avérer difficile car certaines marques ont déjà augmenté leurs prix de façon agressive ces dernières années, selon des analystes d'UBS, Citi ou encore Bernstein. Le prix du classique sac à rabat matelassé de Chanel a par exemple plus que triplé depuis 2010, tandis que ceux du Lady Dior et du sac de voyage Keep All de Louis Vuitton ont plus que doublé selon UBS. Cette stratégie n'a pas forcément aidé certaines maisons. Kering a ainsi enregistré une baisse de 12% de ses ventes au quatrième trimestre, pénalisée par un recul de 24% chez sa griffe phare, Gucci. Nous avons beaucoup parlé de Cupidity-flation, Greedflation, au cours des 12 derniers mois. L'idée que l'on est allé trop loin, trop haut, trop vite, et qu'au bout du compte, on s'est coupé de ce client aspirationnel, a déclaré Erwan Rambourg, analyste chez HSBC. Prudence, une hausse irait par ailleurs à l'encontre de la prudence actuelle en matière de prix, notamment sur le marché américain. Dior, par exemple, a stabilisé ses prix aux États-Unis l'année dernière, tandis que Louis Vuitton les a augmentés d'un peu plus de 2%, selon les données de la société Data & Data, basée à Paris, qui surveille les prix des marques
en ligne. Chanel a quant à lui augmenté ses prix de 5,4%, une hausse modérée par rapport aux années précédentes, tandis que les joailliers Tiffany, Cartier et Van Cleef Arpels, tous deux propriétés de Richemont, Tiffany et LVMH, ont aussi ralenti leur augmentation aux États-Unis entre 4 et 6% contre plus de 8% l'année précédente. Je pense que la marge de manœuvre des grandes marques en termes de hausse des prix aux États-Unis sera assez limitée en 2025, a déclaré M. Guedry, PDG de Data & Data. Cela risquerait d'accentuer les différences de prix entre les différentes régions et de mettre en péril les efforts coûteux entrepris depuis des années pour harmoniser les prix à l'échelle mondiale. Les analystes de Morningstar ont déclaré dans une note récente qu'un droit de douane de 10 à 20% sur les produits de luxe européens pourrait faire baisser les ventes de luxe aux États-Unis, en particulier pour les entreprises comme Burberry et Kering, qui se concentrent davantage sur une clientèle aisée et ambitieuse plutôt que sur les clients ultra riches. Incertitude. Alors que la demande chinoise reste modérée, les marques européennes comptent sur les clients américains, qui seront probablement les plus gros dépensiers du secteur en 2025, stimulés par la vigueur des marchés boursiers et des crypto-monnaies. D'après UBS, les ventes aux États-Unis tirées par un dollar fort devraient croître davantage cette année à un rythme de 6%, tandis que les ventes aux Chinois devraient baisser de 1%. Mais plusieurs incertitudes demeurent pour l'industrie du luxe. Le moral des consommateurs américains a chuté de manière inattendue en février à son plus bas niveau depuis 7 mois. Les anticipations d'inflation ont grimpé en flèche, les ménages craignant de payer le prix des politiques commerciales de Trump. Les analystes de Citi ont noté que les habitudes des clients dits aspirationnels, c'est-à-dire ceux qui achètent des produits de luxe dans l'idée d'atteindre un statut social plus élevé, restent instables. Terre de conquête. Le gérant d'Hermès, Axel Dumas, a déclaré la semaine dernière qu'il considérait toujours les États-Unis comme une terre de conquête pour générer de la croissance. Il a rappelé l'expansion du commerce de détail de son groupe dans des villes secondaires avec des ouvertures de magasins prévues à Phoenix ou à Nashville. LVMH a laissé entendre qu'il pourrait encore augmenter sa production dans le pays. Le PDG du géant mondial de luxe, Bernard Arnault, et sa famille ont cultivé des liens personnels avec Donald Trump, 4 d'entre eux ayant assisté à l'investiture du président le mois dernier. Nous pensons que le groupe se positionne pour pouvoir négocier avec l'administration américaine sur d'éventuels tarifs douaniers en proposant de produire davantage aux États-Unis, comme c'est déjà le cas pour Louis Vuitton, qui pourrait facilement faire faire d'autres marques, ont déclaré les analystes d'HSBC. Interrogé sur les efforts de lobbying de Bernard Arnault aux États-Unis, le PDG de son concurrent Kering, François-Xavier Pinault, a déclaré à Reuters en marge des résultats annuels de Kering qu'il s'agissait d'une bonne chose si cela aidait le secteur européen du luxe à éviter des droits de douane supplémentaires. Dans la lignée de remarques formulées par d'autres dirigeants européens du secteur du luxe, Pinault a toutefois exclu tout transfert de production vers le pays, affirmant qu'un tel mouvement, susceptible de diluer l'image Made in Europe de son groupe, n'aurait pas de sens. Loi anti-fast fashion, prochain rendez-vous fixé ce 19 mars à lire sur Fashion United en date du 19 février. Adoptée par l'Assemblée nationale en mars 2024, la proposition de loi visant à réduire l'impact environnemental de l'industrie textile, dite loi anti-fast fashion, est au point mort. Néanmoins, la Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable du Sénat ne compte pas laisser tomber. Elle annonce à Fashion United qu'elle examinera la proposition de loi en commission le 19 mars.
Loi anti-fast fashion bloquée, la commission en charge reprend l'initiative. Rappel des faits, le 30 janvier 2024, la proposition de loi visant à réduire l'impact environnemental de l'industrie textile est déposée à l'Assemblée nationale. Le 14 mars 2024, 146 députés votent pour son adoption. Le texte est alors adopté mais doit désormais être examiné par les sénateurs. Le gouvernement nous avait annoncé l'inscription à l'ordre du jour de la proposition de loi du 26 mars 2025, raconte l'équipe de la sénatrice Sylvie Valente dans un mail adressé à Fashion United. La veille de l'inscription officielle par la conférence des présidents du Sénat, le gouvernement nous a annoncé renoncer à cette inscription sans nous donner aucune information, à part un manque de temps. On nous précise par ailleurs que Sylvie Valente n'a pas d'informations à ce sujet. Il n'y a pas à notre connaissance de projet d'inscription du texte à l'ordre du jour, poursuit l'équipe. La commission de l'aménagement du territoire et du développement durable du Sénat appelle toutefois le gouvernement à remettre ce texte à l'ordre du jour. Elle examinera la proposition de loi en commission le 19 mars, même si l'inscription en séance publique n'est pas encore prévue, afin de marquer notre attachement à ce texte urgent pour la filière textile française. Les agents IA, une promesse de révolution pour l'approvisionnement des magasins, à lire sur le JDN en date du 14 février. Réapprovisionnement automatisé, mixte produits affinés, évaluation des rayons en temps réel. Les agents IA doivent transformer l'achalandage des magasins du retail. Alors que l'IA générative s'était jusqu'ici concentrée sur les fonctions marketing, service client et e-commerce des retailers, elle s'apprête à faire sa percée dans la chaîne d'approvisionnement, cela grâce aux agents IA qui promettent optimisation du mix produit, élimination des ruptures de stock et réduction des invendus. Expliquer les algorithmes existants. Si l'IA ne remplace pas les technologies d'IA existantes dans les fonctions de la supply chain, comme l'IA prédictive ou la programmation linéaire, elles décuplent leur potentiel. La grande révolution de l'IA générative appliquée au métier de l'approvisionnement, c'est l'explicabilité des données, considère Patrick Lemoine, VP Global Industry Solution chez O9. Ainsi, les agents IA pour chaque métier analysent les données produites par les algorithmes. Typiquement, la question posée à un agent peut être: quels sont les 5 composants en rupture qui vont avoir le plus d'impact sur les ventes dans ce magasin? Illustre Patrick Lemoine, des données jusqu'à présent accessibles manuellement pour les équipes métiers, mais pas en instantané. Le tableur règne encore en maître. Au-delà de les comprendre, les agents IA apprennent de ces algorithmes le principal bénéfice de l'agent autonome. De l'agent autonome est d'apprendre lui-même des erreurs ou écueils qu'il rencontre, estime Cécile Schuster, directrice des applications métiers chez Microsoft France. Ils peuvent par exemple apprendre de prédictions qui se sont avérées erronées. Cette analyse a posteriori est très importante pour améliorer les futures prévisions, affirme Patrick Lemoine. Le système peut automatiquement repérer sur quels produits les prévisions n'étaient pas bonnes et expliquer que d'autres produits de la même gamme ont cannibalisé les ventes, par exemple. L'IA experte est ensuite en capacité d'ajuster l'algorithme de prédiction pour corriger les erreurs. En effet, l'agent a la capacité d'interopérer avec les systèmes d'information, précise Cécile Schuster. L'humain toujours aux commandes grâce à cette vue 360 degrés des données de stock. Ces petits assistants font des recommandations au métier. Après avoir revu les prévisions, le système peut proposer un mixte de produits optimal pour un magasin spécifique, illustre Patrick Lemoine. L'humain regarde la suggestion et valide si cela lui paraît logique. Le directeur des solutions chez O9 insiste sur la transparence. Ce n'est pas une boîte noire. Un point que partage Cécile Schuster. Les collaborateurs sont en maîtrise des agents. Ils peuvent d'ailleurs regarder comment ils sont construits
De plus, les agents d'IA ne sont pas aujourd'hui entièrement autonomes. Autrement dit, l'action préconisée par la machine est validée par un humain avant que la commande ne soit transmise à un autre système. Les agents autonomes sont la suite logique, affirme cependant Patrick Lemoine. Il y aura des agents en autonomie pour des tâches assez basiques où les recommandations se seront avérées justes à plusieurs reprises. Cette capacité de recommandation démultiplie les cas d'usage, prioriser les achats selon les prédictions de vente, choisir un fournisseur alternatif qui combine délai de livraison et conservation de la marge. Les agents offrent une meilleure visibilité sur l'impact des décisions prises sur la rentabilité globale, résume la directrice des applications métiers chez Microsoft France. La plupart des projets étant encore en phase pilote chez les retailers, il est complexe d'avoir des résultats. O9 a tout de même calculé les premiers gains de productivité après différents tests. Patrick Lemoine les partage. Sur le volet de l'efficacité opérationnelle, le principal gain se situe dans l'identification des risques liés aux achats. Les agents d'IA permettent de réduire de 75% le temps consacré à cette tâche. Il ajoute que ces assistants virtuels divisent par 2 le temps nécessaire à l'élaboration du plan d'approvisionnement. Au total, le fournisseur de solutions estime que ces assistants augmentent de 30% la productivité des salariés de l'approvisionnement. L'impact sur le management reste flou, mais Cécile Schuster se veut rassurante. L'IA agentique automatise et fluidifie les processus métiers pour en créer d'autres, promet Cécile Schuster. Des magasins intelligents. Les magasins eux-mêmes ne seront pas épargnés par ces agents d'IA. L'événement international du retail, la NRF, en a donné un aperçu en janvier dernier. C'est l'IA agentique a indéniablement brillé durant le salon. Elle a également offert un coup de projecteur à la vision par ordinateur. Cette dernière, pour rappel, est la technologie qui analyse, interprète et comprend les images et vidéos, alors que les systèmes d'IA traditionnels se limitaient à fournir des données brutes aux responsables de magasins qui devaient les analyser à la main. L'IA générative change la donne. Couplée à la vision par ordinateur, elle surveille les rayons pour détecter les produits manquants, mal placés ou en rupture. L'agent d'IA envoie des alertes automatiques pour signaler les ruptures ou pour déclencher des réapprovisionnements rapides. Les caméras peuvent aussi bien être dans les rayons qu'implémentées aux appareils des salariés en magasin. Zebra Technologies a d'ailleurs développé ce type d'agent pour que les collaborateurs n'aient plus qu'à scanner les rayons avec leur téléphone. L'agent merchandising est connecté au système d'inventaire, de gestion des prix du point de vente, résume Tom Bianculli. Il peut aussi s'intégrer au système de gestion des tâches pour créer des notifications automatiques pour les employés. Selon Cynthia Kuntouris, directrice marketing produit monde chez Nvidia, cette technologie devrait réduire drastiquement les ruptures de stock qui représentent 4% des pertes pour les retailers. Le défi de la dette technologie. Ces initiatives prometteuses suscitent l'enthousiasme, mais où en est l'adoption de l'IA agentique dans l'Hexagone? Force est de constater qu'un certain retard par rapport aux États-Unis, où des poids lourds comme Walmart, Amazon ou Lowe's ont déjà franchi le pas pour leur supply chain. Aussi surprenant que cela puisse être, la raison de ce retard n'est pas le coût. Pour les clients Microsoft Azure, il n'y a pas de coût supplémentaire pour utiliser les agents IA préconçus, assure Cécile Schuster. Et Tom Bianculli précise que la technologie est moins coûteuse que les LLM classiques. Les agents d'IA font appel à des modèles d'IA plus petits et spécialisés qui utilisent 3 à 8 milliards de paramètres, ce qui réduit les coûts de calcul. En effet, les projets d'IA agentique pour l'approvisionnement restent en phase de réflexion en France parce que les magasins ne sont pas à la page. Les investissements se sont concentrés sur le digital, le e-commerce, délaissant les infrastructures des magasins physiques, justifie Carole Roumier. Un constat partagé par Zebra Technologies. Certains magasins en France disposent d'une infrastructure réseau limitée.
C'est pour cela que nous avons intégré le modèle d'IA directement sur l'appareil des collaborateurs. Tout l'enjeu de cette technologie réside dans la bande passante. Il faut qu'elle soit suffisamment bonne pour transférer en temps réel le flux de données vers le cloud, qu'il soit traité par l'IA et renvoyé dans le même temps en magasin. Une problématique qui freine les projets en France où l'infrastructure réseau n'est pas bien avancée dans toutes les régions, mais Carole Roumier reste optimiste. Le edge computing s'annonce comme une solution clé pour améliorer la gestion des données en magasin en réduisant les besoins de bande passante. En effet, ce modèle traite les données au plus près de leur source, capteurs, appareils connectés, plutôt que de les envoyer à un centre de données distant. Comme une vision prémonitoire, les solutions de edge computing étaient en bonne place dans les allées de la NRF. Smartphone, l'occasion dépasse les 20% de part de marché en France, à lire sur bfmtv.com en date du 18 février. Face aux craintes pour leur pouvoir d'achat, de plus en plus de Français se tournent vers les produits d'occasion. Les smartphones dernier cri attirent moins les foules. C'est au tour des smartphones portables de faire les frais du pouvoir d'achat en berne, avec de plus en plus de Français qui les achètent d'occasion. D'après le baromètre annuel publié par Kantar pour l'entreprise Recommerce, spécialisée dans les produits reconditionnés, les smartphones d'occasion pèsent désormais 22% du marché, après 20% l'an dernier et seulement 7% en 2018. Le marché a donc décollé ces dernières années et parmi les téléphones d'occasion, 1 sur 2 est reconditionné, des produits vérifiés, contrôlés, réparés si besoin, dont les données sont effacées et sous garantie, bref, quasi comme neuf. Un changement dans les habitudes de consommation. Cette place prise par l'occasion est un changement important sur le marché du smartphone. Pendant longtemps, les consommateurs se ruaient autant que possible sur du neuf et sur les dernières nouveautés. Mais l'inflation et les craintes pour le pouvoir d'achat ont fini par avoir raison de ces habitudes d'achat. C'est le prix, bien évidemment, qui pousse de plus en plus de clients vers l'occasion. D'après le panéliste JFK, un smartphone neuf coûte en moyenne 450 € contre 319 € pour un reconditionné, soit quasiment 50% moins cher. Résultat, l'occasion progresse alors que le marché du neuf recule de 3% l'an dernier. Les smartphones dernier cri s'arrachent moins qu'avant. L'essor de l'occasion s'explique aussi par des consommateurs un peu moins accro aux nouveautés. Les Français ne se jettent plus comme un seul homme sur les tout derniers téléphones, très chers et ultra high-tech. Les téléphones premium qui coûtent minimum 800 € neufs à l'achat pèsent 30% du marché, un pourcentage qui reste encore très important mais qui n'est plus si éloigné de la part de marché de l'occasion et qui ne progresse plus après des années d'euphorie pour ces smartphones presque aussi chers que des ordinateurs. D'autre part, les tout derniers modèles de smartphones dopés à l'IA, tête d'affiche des fabricants et des opérateurs, n'ont pas convaincu le grand public à ce stade. Les Français moins pressés de renouveler leur smartphone. Résultat de cette nouvelle donne sur le marché du smartphone, la plupart des Français gardent leur téléphone. Toujours d'après JFK, 37% d'entre eux conservent leur smartphone, 23% en changeront plus tard, 20% attendent des promotions. Le prix des téléphones est donc bel et bien devenu un sujet pour la plupart des consommateurs, à tel point que le smartphone est devenu le premier appareil que les Français ne veulent pas renouveler, loin devant d'autres produits tech comme les téléviseurs, les tablettes ou les ordinateurs. Pourquoi Kiabi a réalisé une année et une rentabilité record en 2024, à lire sur republicretail.fr en date du 18 février. Patrick Stassi, directeur général de Kiabi, épaulé de tout son COMEX, a annoncé le 11 février un chiffre d'affaires en hausse et un record de rentabilité de décryptage des raisons de ce succès. 2,3 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2024, soit une croissance de 5%. Patrick Stassi, directeur général de Kiabi, a partagé quelques chiffres sur le développement de l'enseigne, annonçant une année record, tant sur le volume que sur la rentabilité.
Mais fidèle à sa discrétion, aucune donnée précise ne sera dévoilée. Le dirigeant a rappelé en préambule que 2024 a été chahuté dans le monde avec des tensions géopolitiques et que le marché de la mode évolue vite avec des attentes clients en perpétuel changement. Alors, comment expliquer cette performance ? D'une part, par la conquête internationale, avec l'ouverture de 6 nouveaux pays en 2023, dont l'Égypte, en plus d'ouverture pour renforcer le parc existant. En France, Ouarda Echikri annonce des ouvertures plus chirurgicales au vu du maillage, avec seulement 5 nouveaux magasins. D'ici 2027, une vingtaine de nouveaux points de contact seront ouverts, annonce la dirigeante. Le premier levier sera la densification des agglomérations. Nous ciblons les poches d'affaires les plus importantes car nous avons encore des villes non couvertes. Le deuxième sera la proximité avec des points de vente de 800 à 1000 m². 4 villes ont déjà signé en 2025, Vélizy dans les Yvelines, Montesson en région parisienne. Au total, le groupe est présent dans 33 pays à travers le monde et 640 points de contact. D'autre part, les résultats s'expliquent pour Patrick Stassi car nous avons investi massivement dans notre transformation et nous avons renforcé notre singularité. Notre actionnariat familial nous permet de nous projeter à 10 ans. Nous suivons un cap long terme, une transformation amorcée pour plus de rentabilité. Kiabi a en effet amorcé une stratégie pour sortir du modèle classique de retailer pour devenir une plateforme au service des familles. L'offre s'est donc élargie pour accueillir de nouveaux produits comme de la maison qui cartonne et se déploie en magasin et en digital ou encore de la seconde main. Sur ce sujet, Kiabi multiplie les tests pour tenter d'appréhender le modèle économique de ce marché, capté majoritairement par Vinted et Le Bon Coin, et qui représente une lame de fond dans la consommation, selon le directeur général. L'enseigne a ainsi racheté en fin d'année l'application Bibs et expérimente dans son magasin laboratoire fraîchement inauguré, appelé Le Village, différentes solutions. L'arrivée en mars prochain de la nouvelle application mobile de Kiabi devrait encore venir changer la donne. L'arrivée sur le sujet du digital, Kiabi assure également miser à fond sur l'omnicanal pour développer ses ventes. La marketplace est certainement un allié dans l'amélioration de la rentabilité de l'enseigne. On y trouve des offres complémentaires hors textile. Le retail média a suivi depuis peu et devrait là aussi permettre d'améliorer la rentabilité pour les années suivantes. Jacopo De Martini, Chief Digital and Tech Data Officer, a également annoncé qu'une nouvelle direction client a été créée pour écouter, comprendre et enchanter nos clients. Un nouveau programme de fidélité ou plutôt d'engagement, comme tient à le souligner le leader digital, a récemment été dévoilé et l'arrivée de l'application mobile pose aussi les bases d'une nouvelle stratégie d'engagement, notamment auprès de la Gen Z. Nous avons mis en place une stratégie de conquête client dynamique. Chaque année, nous ciblons d'engager 1 milliard de clients grâce à nos expériences omnicanales. Le digital représente un vrai pilier de croissance. Des tests sont par exemple en cours pour vendre de la marketplace depuis le magasin. Enfin, autre clé du succès pour le dirigeant, ne pas s'endormir sur ses lauriers et adopter une ligne directrice claire, à savoir pour l'enseigne des prix accessibles, de l'omnicanalité et de la transition environnementale avec des produits plus durables. Aucun client n'ira manifester devant nos magasins pour avoir un produit bio, mais lui proposer pour 5 € un pyjama pour son enfant qu'il les fait une vraie différence pour le client, conclut Patrick Stassi. Et voilà, c'est fini pour cette semaine. Merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner à la revue de presse sur le site lesdigitaldoers.com. Si vous aimez l'exercice de cette revue de presse Retail e-commerce dans sa vision audio, n'hésitez pas à me le faire savoir en m'envoyant des messages sur LinkedIn et mieux encore en la faisant connaître autour de vous. Enfin, un dernier message d'auto-promo avec les Digital Doers. Je produis des chaînes de podcasts thématiques sur les
pour les prestataires de services de notre écosystème. Donc si vous souhaitez animer la prise de parole de votre marché, c'est l'occasion d'inviter des clients et des prospects à venir converser avec vous autour de votre proposition de valeur. Vous êtes intéressé, alors contactez-moi. D'ici là, portez-vous bien et à la semaine prochaine.